et vous pouvez carrément vous rendre invisible dans les paramètres de Zoom en cliquant sur masquer l'affichage de soi. Voilà. Nous avons par ailleurs réservé un temps des séquences de questions-réponses tout au long de ce webinaire. Et ce qui va nous apporter, c'est que la collecte des questions se fera donc via la messagerie instantanée Zoom. Et pour en faciliter la synthèse et ou la reformulation, nous vous remercions par avance de préciser votre fonction ou profession avec votre question. Voilà. Donc, je vais forcément commencer par vous présenter brièvement la fédération Sinov. Alors, Sinov est la fédération patronale française représentative créée pour promouvoir et défendre les entreprises des métiers de la prestation intellectuelle, de l'ingénierie, du numérique, du conseil et du management. Historiquement, la fédération Sinov s'appelait jusqu'en 2012 la Chambre des ingénieurs conseils de France ou CICF. Pour rappel, Sinov et Syntex sont les deux fédérations patronales représentatives des métiers de la branche BETIC, le bureau d'études techniques de l'ingénierie et du conseil. Alors, nous avons une organisation matricielle structurée autour de 13 syndicats métiers qui ont une couverture nationale et dont sont issus les deux animateurs de cette session. Donc, Pascal Poisson, qui se présentera tout à l'heure, qui est président du syndicat Industrie et Technologie, et moi-même, administrateur du Sinov Ergonomie et trésorier du Sinov Ergonomie. Cette structure en 13 syndicats est complétée par une organisation régionale qui nous permet d'animer localement les rencontres entre nos métiers. Voilà, je vous propose de passer maintenant rapidement au contexte de ce webinaire. Quelques éléments. Alors, depuis la fin des années 2000, les gouvernements successifs s'emploient à encourager la modernisation et le développement de l'outil industriel français. Et depuis 7-8 ans, fleurissent des dispositifs d'accompagnement des TPME qui ont des projets d'industrie du futur. Vous avez les plateformes d'accélération de l'usine du futur qui se sont développées dans les différentes régions. Vous avez le Breslab en Bretagne. Et par ailleurs, pour les collègues qui étaient impliqués dans ce type de projet et qui travaillaient dans les grands groupes, nous avions des retours comme quoi ces projets n'avaient pas forcément réussi du premier coup et qu'elles avaient connu en fait de nombreux déboires. Donc finalement, la question qu'on s'est posée, c'est n'y avait-il pas un risque que les dispositifs d'accompagnement et d'incitation déployés par l'État et les régions engagent nos TPME dans des projets coûteux et sans garantie de résultat dont elles, par rapport à des grandes entreprises, auraient en tout cas beaucoup plus de mal à se relever. Ce sont ces éléments-là qui ont fait qu'en 2019, le Sinov Ergonomie a demandé à l'OPIEC, alors l'OPIEC c'est l'Observatoire des métiers de la branche, elle a demandé une étude spécifique sur l'intégration des FOH, donc les facteurs organisationnels et humains, dans l'industrie du futur. Donc celle-ci a été menée en 2020-2021. Et du coup, nous allons évidemment revenir sur les résultats de cette étude. Mais au-delà, c'est le sujet de ce webinaire que nous proposons de discuter plus largement, de la question du facteur humain dans les projets d'introduction de nouvelles technologies dans les TPME, et ce, au travers de plusieurs entrées. Une entrée qui va être un retour d'expérience de l'entreprise ResMed sur un projet de digitalisation. Et nous allons aborder ces questions-là aussi à travers de grandes thématiques qui traversent les projets industrie du futur, celle de la gestion et de la conduite du projet, celle du statut de la donnée et de la fiabilité des systèmes, et la question de l'acceptation des outils ou de l'acceptation du changement versus construction du changement. Voilà, donc nous souhaiterons alors aussi également nous questionner sur l'efficacité des dispositifs publics d'accompagnement des TPME. Et enfin, nous reviendrons sur l'impact que ça peut avoir pour les formations des jeunes générations d'ingénieurs. Nous vous proposons des séquences de questions-réponses après chaque échange sur les thématiques. Donc, vous les voyez s'afficher. Et nous vous proposons de traiter les questions que vous aviez sur l'étude OPIEC et ou sur le retour d'expérience de l'entreprise ResMed à l'occasion des échanges sur ces thématiques. Voilà.
Nous avons donc pour cet échange réuni autour de la table Bernard Alberti, qui est le consultant de chez Kiu, qui a mené l'étude pour l'OPIEC. Nous avons Bruno Machefer, qui est responsable pédagogique au CESI de Rouen. Nous avons Léonard Corel, président du Sinov Ergonomie et gérant du cabinet Ergonomie et Conception. François Roche, administrateur du Sinov Ergonomie et gérant du cabinet BR Consulting. Thierry Tollet, qui est chef de projet au sein de la société ResMed. Et donc moi-même, je me suis présenté tout à l'heure. Je laisse Pascal Poisson se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis donc Pascal Poisson, donc président du syndicat donc Sinov Industrie et Technologie. Donc, je suis également président de la société EasyTech. Donc, nous avons avec Brice Labille donc participé comme expert donc à l'étude OPIEC sur les facteurs les FOH dans l'industrie du futur. Et puis, là, j'interviens d'une part par rapport à l'étude et d'autre part, mon expérience d'intégrateur de solutions en informatique industrielle, où nous mettons en place de nombreux projets liés à l'industrie du futur, avec toutes les péripéties qu'on peut rencontrer dans ce genre de projet. Donc, on va laisser, je vais passer la parole à Monsieur Bruno Machefer, responsable pédagogique au sein du CESI de Rouen. On va se présenter, mais notamment, il est responsable Bonjour à tous, Bruno Machefer, responsable pédagogique à CESI de Rouen. Donc, je pilote notamment le master spécialisé industrialisation 4.0 que je présenterai un petit peu à la fin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien le CESI, je vais présenter en quelques slides très rapidement cet organisme de formation. Donc, CESI, c'est un organisme de formation qui existe depuis maintenant plus de 40 ans, qui a la particularité de fonctionner pratiquement exclusivement en alternance. Donc, au sein de CESI, on va rencontrer 3 écoles distinctes, en tout cas distinctes dans le fonctionnement. Donc, l'école d'ingénieurs qui a pour vocation de former les ingénieurs en 5 ans, donc depuis le cycle préparatoire jusqu'au cycle ingénieur. L'école supérieure de l'alternance qui va avoir des formations plus courtes, Bac+2 à Bac+5 hors diplôme d'ingénieur, également en alternance. Et enfin, l'école de formation des managers qui est plutôt destinée aux salariés d'entreprise où on va rencontrer tout type de formation diplômante sur des métiers de l'entreprise comme la sécurité, l'environnement, l'excellence opérationnelle ou autre. Donc, des formations qui peuvent aller d'une durée très, très courte, d'une semaine ou 2, à plusieurs mois en fonction des besoins des salariés. Pour continuer un petit peu plus loin, alors j'ai oublié l'INEACT également qui est présent ici, qui est en fait le laboratoire de recherche de CESI, donc sur lequel on travaille notamment beaucoup sur tout ce qui est usine 4.0, donc toutes les évolutions qui sont liées à ça en fait. Si on continue, vous pouvez passer la slide suivante. Merci. Donc, CESI, c'est un réseau de 25 campus qui sont répartis, comme vous pouvez le voir, partout en France. Il y a juste un petit point où on est un peu moins présent sur le centre de France, mais globalement, on balaye l'ensemble du territoire. On va aller un peu plus dans la partie école d'ingénieurs sur laquelle je suis rattaché et qui concerne aussi plus le master spécialisé. Donc, l'école d'ingénieurs, c'est, comme je l'ai dit, école en 5 ans, donc un cycle préparatoire intégré qui post-bac, donc qui est post-bac, dans lequel on va retrouver un cycle préparatoire classique avec une spécialisation en fin de 2e année sur une des 3 thématiques qui vont concerner l'école d'ingénieurs, à savoir généraliste, donc plutôt du projet, BTP et informatique. Donc, à l'issue de ce cycle préparatoire, les élèves vont s'orienter sur une des 3 filières pour un cycle de 3 ans, à l'issue duquel ils seront ingénieurs. Et donc, après ces 5 années globales pour être ingénieur, il y a une 6e année de spécialisation qui peut être sur différentes thématiques pour pouvoir donner un peu une coloration un peu différente à son diplôme. Donc, des thématiques industrielles, on retrouve un petit peu les mêmes que tout à l'heure. Et on retrouve notamment celle Manager Industrie 4.0, donc celle qui nous préoccupe aujourd'hui,
où l'objectif de ce master spécialisé, c'est de pouvoir former les managers et futurs managers à l'accompagnement des entreprises à la transition digitale. En fait. Voilà, donc cette formation est dispensée sur une année, 3 quarts en entreprise et 1 quart en centre de formation. Et donc, pendant la période en centre de formation, on va aborder 6 blocs de compétences distincts qui correspondent en fait aux thématiques de l'usine 4.0. Donc, le management de projet, qui est un élément indispensable à toute gestion du changement de toute façon. La partie industrialisation, produits, process. L'usine numérique, où là, on va plutôt aborder les technologies qui sont un peu liées au 4.0, ce qu'on appelle les technologies 4.0. Le système d'information qui va permettre de piloter l'ensemble du système de l'entreprise. Une partie internationale où on va plutôt aborder les notions de make or buy. Et enfin, une partie innovation industrielle. Voilà, donc en fait, cet ensemble de blocs de compétences est géré à la fois par le CESI et les CIGELEC, dont vous pouvez voir le logo qui est dessous. C'est un master spécialisé qui a justement cette spécificité d'être co-accrédité par le CESI et les CIGELEC, ce qui permet de mutualiser en fait les compétences de chacune des entités. Voilà très succinctement pour la présentation de CESI. Alors, on revient peut-être sur… On revient sur la présentation des intervenants. Qui enchaîne après M. Machfer? Léonard Querel. Léonard Querel, président du Sinov Ergonomie. Sinov Ergonomie, syndicat national des cabinets conseils en ergonomie, qui représente une 50aine de membres répartis sur tout le territoire français et également gérant du cabinet ergonomie et conception. François Roche. Bonjour, François Roche, donc administrateur Sinov. Je suis consultant associé dans le cabinet BR Consulting. Basé à Nantes, on a la particularité d'être référencé par le CETIM comme expert technique auprès du programme BRESFAB, donc un programme de promotion d'industrie du futur, destination des TPE et des PME. Donc voilà, depuis 2 ou 3 ans, on a pas mal de projets sur le sujet et sur la question à destination des petites et moyennes entreprises. Monsieur Tollet. Oui, bonjour à tous. Thierry Tollet, donc directeur industriel de ResMed France sur un produit, sur une gamme qui s'appelle Narval. Donc ResMed est un groupe international américain, siège social à San Diego en Californie. Donc est leader mondial du traitement de l'apnée du sommeil. Donc nous sommes fabricants, distributeurs de dispositifs médicaux. Avec cette particularité, c'est que nous avons une production en France. En France, nous sommes sur un site basé à Lyon de 300 personnes, essentiellement pour tout ce qui est développement marché pour des produits, ce qu'on appelle chez nous PPC, donc des systèmes masques, pompes pour traiter l'apnée du sommeil. Par contre, moi, je suis en charge de la fabrication d'un produit, d'un dispositif médical qui est une orthèse d'avancée mandibulaire traitant également l'apnée du sommeil. Donc, cette activité représente environ 80 personnes. Merci. Avant de laisser la parole à Bernard Alberti, juste, je voulais vous préciser que ça nous fait quand même un programme chargé. Et comme on a souhaité favoriser les retours, les échanges avec vous, donc sur la partie questions-réponses, il se peut qu'on n'ait pas forcément le temps de tout traiter aujourd'hui. Mais ce qu'on vous proposera, c'est, si vraiment on regarde des questions, on dépasse le temps imparti, on vous proposera de donner suite à ce webinaire en septembre. Voilà, je laisse la parole à Bernard Alberti pour présenter l'étude OPIEC. Merci beaucoup. Donc, voilà. Bonjour, je suis Bernard Alberti, donc je suis un des associés fondateurs du cabinet Q. Et donc, on mène beaucoup d'études dans le domaine de l'emploi et de la formation. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on a travaillé sur ce projet OPIEC qui visait à évaluer les facteurs organisationnels humains et organisationnels dans les projets industrie du futur. Donc, tout d'abord,
le premier point, c'est de savoir globalement de quoi on parle et en particulier quels étaient les principaux enjeux qui sont adressés dans les projets industrie du futur. Donc, il y a la digitalisation et l'interconnexion de la chaîne de valeur, faciliter le pilotage de la collaboration, assurer la connectivité en toute sécurité, virtualiser le poste de travail, automatiser des tâches, exploiter des nouveaux matériaux et des nouveaux process innovants et développer une approche responsable. Et face à ces objectifs, on a un certain nombre de technologies qui ont été identifiées, qui permettent de répondre à ces objectifs et à ces enjeux. Ces technologies aujourd'hui permettent de remplir les fonctions et de tenir ces objectifs, mais on s'aperçoit sur les projets que si on reste seulement technocentré, très souvent, on a des difficultés à tirer pleinement parti de l'investissement qui est réalisé par l'entreprise qui va utiliser ces technologies. Alors, les besoins sont importants parce qu'on s'aperçoit que globalement, le taux d'équipement au niveau français est relativement faible aujourd'hui par rapport à un certain nombre de pays qui ont massivement investi dans ces technologies industrie du futur, mais la transformation est en marche et aujourd'hui, pas mal d'entreprises ont des projets dans leur carton et en particulier sur la virtualisation du poste de travail, sur l'automatisation, sur l'IoT, sur la valorisation des big data. Tous ces projets ont comme point commun qu'ils impactent assez fortement les différents métiers de l'entreprise. Et ça va des métiers très amont, parce que ça peut changer, si on change la supply chain, ça change également la relation client, les processus de vente, le marketing, jusqu'aux fonctions support, et en particulier les deux maillons centraux de la chaîne de valeur que sont la fabrication et le support à la fabrication. Et l'ensemble de ces métiers étant fortement impactés, au-delà du déploiement des technologies, il est important d'intégrer les facteurs organisationnels et humains dans ces projets pour pouvoir aider tous ces métiers à s'approprier ces technologies et à en tirer le meilleur parti. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un certain nombre d'enquêtes pour essayer d'identifier aujourd'hui quels étaient les facteurs qui étaient les plus impactants pour la réussite des projets. Et déjà, le tout premier, c'est l'implication des collaborateurs impactés. On s'aperçoit que cette implication, plus elle va se faire en amont des projets et plus on va avoir un niveau d'acceptation et surtout des chances de succès du projet qui vont être élevées. Et sur le petit graphique qu'on a tout à fait sur la droite, on voit qu'à chacune des étapes, plus le projet avance, plus on va avoir un risque de chute ou d'échec qui va être important. Et je dirais qu'il y a un effet cumulatif, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des projets qui sont abandonnés en cours de route et qui n'iront même pas jusqu'au déploiement. Donc, on voit bien à quel point cette dimension à la fois sociale, culturelle, organisationnelle est importante pour la réussite de ces différents projets. On s'aperçoit également que l'ensemble de ces facteurs organisationnels et humains ne peuvent être traités de façon totalement indépendante. En fait, ils sont largement interconnectés les uns avec les autres et dans différentes dimensions. Ça va être en amont sur la définition de la cible et de l'approche.
ça va être dans la gestion des évolutions et des impacts métiers, ça va être dans le développement et le déploiement technique, et ça va être dans l'organisation et l'animation du projet. Alors, on voit bien que dans le déploiement de ces technologies de l'industrie du futur, il y a différents aspects à adresser. Le premier, c'est d'organiser un terrain propice à la transformation et donc faire en sorte qu'avant d'implémenter ces nouvelles technologies, on ait préparé le terrain très concrètement à recevoir ces technologies. Ensuite, on va avoir un deuxième aspect important qui est de construire une cible qui est à la fois orientée business, mais qui intègre également le facteur humain, parce que c'est par tous les opérateurs qui sont impliqués dans la chaîne de valeur que les projets vont être mis en œuvre. Et donc, il faut donner du sens à la transformation et le décliner auprès de chacune des parties prenantes et rechercher à définir la valeur qu'on va trouver au travers de ces projets, au-delà de la pure performance technologique des outils qu'on met en œuvre. Ensuite, il faut se donner les moyens de bien faire, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser les ressources humaines et financières suffisamment dans le projet pour que la greffe prenne. Il faut définir des roadmaps progressives avec des plannings réalistes pour tester et bien s'approprier tous ces nouveaux outils. Il faut se doter du bon niveau de sensibilisation aux technologies industrie du futur, donc bien comprendre les applications métiers concrètes et aussi maîtriser l'articulation des différentes technologies et leurs impacts organisationnels. Alors, on voit bien également que on doit interagir dans le déploiement sur l'ensemble du processus qui va de la structuration de la cible et du besoin tout à fait en amont jusqu'au déploiement et au retour d'expérience en aval. Et à chacune de ces étapes, il faut intégrer ces différents facteurs pour que les projets réussissent. Et du coup, on a posé un certain nombre de questions pour savoir aujourd'hui où étaient rencontrées les principales difficultés selon les entreprises de la branche sur les projets industrie du futur. Ce qui est relativement symptomatique, c'est que les trois domaines sur lesquels aujourd'hui il y a le plus de difficultés qui sont rencontrées sont la conduite du changement et l'adhésion, l'organisation projet, l'organisation des équipes et la gestion budgétaire, et le déploiement et la gestion des impacts concrets sur les différents métiers. Donc, c'est vraiment sur ces trois aspects-là où aujourd'hui, les entreprises rencontrent le plus de difficultés dans les phases de déploiement de leurs outils. Et c'est sur ces trois aspects que les difficultés les plus importantes, majeures ou bloquantes, sont rencontrées. Du coup, il est apparu qu'il y avait en fait 4 domaines qui peuvent détourer pour la branche des entreprises de conseil auxquelles nous appartenons peuvent intervenir aujourd'hui sur ces facteurs organisationnels et humains. Le premier pavé, c'est aider ses clients à structurer une cible et l'approche, c'est-à-dire formation et sensibilisation des parties prenantes au concept, diagnostic métier, écoute terrain, élaboration d'une vision collaborative, cadrage d'une approche participative et du dispositif projet, et après support au choix des solutions et des partenaires qui vont accompagner le déploiement des outils,
Ça, c'est vraiment la première brique de base fondatrice. Ensuite, il y a une deuxième brique importante où on peut accompagner nos clients qui sont intéressés par l'industrie du futur. Ça va être tout ce qui concerne la gestion des métiers et des impacts métiers. Donc, co-construction des modes opératoires cibles, design de l'expérience utilisateur, adaptation des rôles et du pilotage, cadrage de la gestion des parcours métiers et compétences associées au projet pour faire que l'ensemble des parties prenantes montent en compétences pour s'approprier et bien utiliser les nouveaux outils et structuration des chantiers de déploiement. Ensuite, il va y avoir une partie de la valeur ajoutée qui va être dans l'animation du projet global avec la mise en œuvre de méthodes agiles qui permettent des boucles de rétroaction relativement rapides, l'organisation de pilotes avec une approche de test and learn, l'animation d'ateliers collaboratifs pour réaliser de la co-construction, de la programmation, du pilotage et de la communication relativement élargie et une gestion des risques avec potentiellement un recadrage du projet lorsqu'il y a des difficultés qui sont anticipées. Et puis, il y a un dernier aspect où on peut imaginer un accompagnement de nos entreprises auprès de leurs clients dans ces projets d'industrie du futur. Ça va être le diagnostic des facteurs humains impactant le projet. Ça va être la définition de la stratégie de conduite du changement pour pouvoir sécuriser le déploiement de ces nouveaux outils. Ça va être la mise en œuvre et le pilotage des résultats qui peuvent amener éventuellement un recadrage du projet au fil du temps en fonction des difficultés rencontrées. Tous les aspects formation et coaching des parties impactées et en fin de projet, la gestion des retours d'expérience de façon collaborative pour pouvoir tirer le meilleur parti de toutes ces nouvelles technologies. Donc, je vous ai présenté assez rapidement quels étaient les différents domaines sur lesquels il fallait travailler si on veut s'intéresser au FOH dans le domaine de l'industrie du futur. C'est ce qui est ressorti de notre étude et différentes enquêtes qu'on a pu mener, aussi bien auprès des entreprises de la branche qu'auprès d'un certain nombre d'industriels qu'on a pu étudier avec la réalisation d'un certain nombre de business cases, mais également au travers d'entretiens semi-directifs. Voilà ce que j'allais à vous dire pour introduire le sujet. Un grand merci, Monsieur Alberti, pour cette présentation. En tout cas, pour avoir fait aussi l'effort de synthèse de cette présentation qui est très riche. Est-ce qu'on fait un premier… Non, on va passer plutôt à Monsieur Tollet. Ça sera intéressant effectivement de pouvoir confronter un peu le retour de cette étude au cas concret qu'a rencontré l'entreprise ResMed. Monsieur Tollet, du coup, je vous laisse la parole. Très bien. Donc, moi, je n'ai pas de présentation, hein, ça va être plus oral. Donc, nous fabriquons des dispositifs médicaux qui sont, pour situer le process, qui sont des orthèses d'avancée mandibulaire, qui sont des produits fabriqués sur mesure. Nos clients sont des dentistes, donc on touche des données biologiques dès le départ, des empreintes dentaires. Et à partir de là, on va fabriquer des gouttières auxquelles on va apporter le moyen de faire avancer la mandibule. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, notre process, il est fait à la fois d'opérations très manuelles, faites par des prothésistes dentaires, et à la fois des opérations, je dirais plutôt à forte valeur ajoutée, qui sont du développement logiciel pour designer l'orthèse, et puis une fabrication en impression 3D des produits. Donc, en 2015, on était avec une vision, puisque aujourd'hui le produit est installé depuis plus de 3 ans. Donc, on était avec une vision de croissance sur ces produits-là et on était dans un cadre réglementaire très fort qui nous imposait
d'avoir une traçabilité avec un certain degré et de fiabilité et d'éviter les risques d'erreur et de ne pas pouvoir non plus corrompre les données. Et donc, le besoin que j'avais, c'était de passer d'une production où la traçabilité était assurée avec des fiches de traçabilité qui suivaient chaque produit et où les opérateurs pouvaient écrire tout ce qui devait être recueilli comme données. Pour faire simple, hein, qu'est-ce qu'on utilisait comme matériel, qui faisait quoi et quand, avec quelle matière première ou quel outillage. Et donc, on a digitalisé ces récupérations de données de manière à pouvoir avoir des bases de données, éviter la corruption des données, éviter toute erreur de saisie, éviter tout recopie, j'en passe, et d'autres. Donc voilà, c'était ça l'objectif, parce qu'avec la croissance qu'on avait, on ne pouvait plus au bout d'un moment, on traitait beaucoup trop de données et le cadre réglementaire se renforçait année après année. Donc nous, quand on a démarré, on a eu, je vais dire, c'est presque une chance parce qu'on le sait aujourd'hui, on ne le savait pas au moment où ça s'est passé. C'est qu'on a démarré avec un partenaire et puis avec une vision très ambitieuse de ce qu'on voulait faire. Et puis, il se trouve qu'avec ce partenaire, ça ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire que l'avant-vente, qui était très correcte, n'a pas suivi en termes de développement. Et on s'est rendu compte aussi que, certes, le fournisseur qu'on avait n'était pas à la hauteur, mais notre besoin n'était pas forcément simple à décrire, simple à exploiter, simple à développer. Et donc, on a revu tout ça. On a à la fois revu notre fournisseur et changé de fournisseur. Et à la fois, M. Alberti le disait tout à l'heure, mais on a à la fois bien posé le point de qu'est-ce qu'on voulait qu'il soit robuste et comment on voulait le faire. Donc ça, on l'a bien développé à travers du projet. Et comme on en avait parlé très en amont avec les opérateurs, donc nous, la production, c'est une trentaine de personnes, c'est qu'eux étaient même un peu piaffés d'impatience parce qu'on leur en parlait depuis un certain temps. Et on a beaucoup maquetté avec eux pour voir avec eux comment ils imaginaient les interfaces. Donc, on a pu faire des essais de matériel et également d'ergonomie de poste, comment prendre et récupérer les données à chaque poste de travail et quelles informations, et juste les informations nécessaires, avait-il besoin à chaque poste. Ok, bah écoutez, donc, pour poursuivre, on a travaillé avec les équipes de Pascal Poisson, donc d'EasyTech, qui sont notre fournisseur aujourd'hui, notre intégrateur de la solution. Et je dirais, on a pu monter en puissance aujourd'hui, 3 ans après, on monte en puissance, je dirais, mois après mois, parce qu'on a une solution au départ qui est robuste. L'acceptation a été faite au départ par le fait qu'on a pris le temps. Alors, à la fois, on a pris le temps parce qu'on était obligé, puisqu'on était avec un départ d'échec. Et puis, on s'est rendu compte que de prendre le temps, ça valait le coup dans la mesure où l'acceptation derrière permettait une intégration plus rapide. Et je dirais, le fait que ça soit accepté, on ne perdait déjà pas de temps, je dirais, entre guillemets, humain à vendre ce qu'on avait avant. Monsieur Tollet, vous pouvez reprendre peut-être la temporalité de votre projet? À partir de quand il a commencé? À partir de quand vous avez senti que ça ne collait pas avec le premier intégrateur et la deuxième phase de votre projet? Alors, je vais le donner en temps à peu près. On a démarré les réflexions. Il a fallu une année pour déjà se mettre d'accord en interne qu'il fallait un produit, trouver le produit qu'il nous fallait, être tous d'accord dessus, le budget. Donc ça, c'était plus en interne. Ensuite, il nous a fallu à peu près, entre le moment où on a commencé avec un intégrateur, le service avant-vente, développement, et se rendre compte qu'on était dans un effet tunnel et que ça ne délivrait pas comme on voulait, il a fallu, je dirais, grosso modo, je veux dire presque un an. Et puis ensuite, il a fallu redémarrer avec une base qu'on connaissait, c'est-à-dire on savait où étaient les échecs, et repositionner 1.0 et de repartir de zéro. Alors, le redépart de zéro, je dirais en développement de solutions, on redémarrait de zéro, mais en termes d'expression du besoin, on était beaucoup plus mature par rapport au résultat attendu.
Du coup, ça s'est fait quoi? Ça s'est fait sur un projet qui a démarré il y a 3 ans. Alors, ça a démarré en… presque une colle. On a démarré en début 2019 et puis il a fallu… avant, on était 2016, 2017 en discussion, 2018 en développement et puis voilà, fin 2018, on démarrait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, de ce que vous disiez, ça s'est fait sans casse sociale, quoi. Tout le monde a pu être… Disons que la traçabilité digitale par rapport à une traçabilité papier, c'est un gain qualitatif. Le gain de productivité, c'est très compliqué. Le gain de productivité nous a plutôt été donné par le fait que, comme les données étaient en temps réel, on a pu exploiter ces données-là pour prendre des bonnes décisions au bon moment et donc améliorer notre productivité. Et comme on était avec une forte croissance, si vous voulez, ça a bien joué parce qu'en même temps, on était dans un cadre réglementaire qui devenait de plus en plus contraignant, donc qui nous bridait un petit peu d'un point de vue productivité. Donc, l'un dans l'autre, ça nous a permis, je dirais, de nous développer, de suivre l'évolution des volumes et de poursuivre, je dirais, la productivité, le trend sur lequel on était. Ok. Écoutez, moi, je vous propose d'attaquer nos thématiques et vous pouvez revenir, hein, Monsieur Tollet, sur ces différentes thématiques à partir de votre expérience à vous, nous interpeller sur les différentes phases qu'on a pu aborder. Je vais rebasculer ou repartager avec vous l'écran. Hop. Alors, dans l'idée, c'est qu'on puisse chacun intervenir et poser, parler de nos expériences réciproques. C'est toujours pas partagé. Hop, 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 diaporama, c'est bon. C'est affiché. Donc voilà, donc au regard de ce que nous a renvoyé Monsieur Alberti et vous, Monsieur Tollet, donc on s'aperçoit que la question du point de départ, c'est-à-dire la gestion et la conduite du projet, sont déterminantes dans l'introduction de nouvelles technologies. Et ce que renvoyait l'étude, c'était notamment l'importance, en tout cas, de maîtrise des process par l'entreprise, en tout cas, de ces process. Est-ce que parmi vous, il y a en fait, le fait de travailler dans les TPME, elles ne sont pas au même niveau, en tout cas, justement, de maîtrise de ces informations-là. Est-ce que vous avez des retours d'expérience, François, Léonard, sur justement l'importance, en tout cas, du diagnostic, en fait, de départ pour lancer un projet industriel futur sans faire d'écart? Alors, on pourra peut-être aussi avoir le prisme sur l'importance ou pas sur l'étude d'impact, si les métiers sont impactés ou pas par l'introduction de la nouvelle technologie. Là, j'ai l'impression que dans le cas de M. Tollet, finalement, les compétences et les savoir-faire initiaux ont changé juste de modalité de renseignement, mais que le métier en lui-même n'a pas été impacté. C'est bien ça, ouais. Okay, donc, je sais c'est pas, plus une aide qu'un changement de métier. Est-ce que parmi les intervenants, certains souhaitent aborder le sujet? Léonard? Oui, je peux peut-être du coup essayer de proposer un éclairage, en tout cas, de la question de l'intégration du point de vue ergonomique dans ce type de projet, et du coup faire le lien avec les difficultés qui étaient identifiées dans l'étude autour de la conduite du changement, l'adhésion des salariés au projet, qui était la première thématique des difficultés identifiées, la deuxième, organisation du projet et la question du budget, et la troisième qui était le déploiement et la gestion des impacts. L'exemple ResMed, me semble-t-il, met le point sur la question du point de départ et de la question de la définition du besoin. Et ce que je vous propose, en fait, c'est peut-être, avec l'effet miroir du coup d'une intervention que j'ai pu mener dans le cadre de l'usine du futur, je vais peut-être partager, si tu me donnes la possibilité de le faire, Brice. Ok, super.
Très rapidement, très succinctement, et bien entendu, tout cela n'est pas représentatif de tout le contenu de ce qui a pu être proposé. Mais globalement, l'idée, c'est de s'appuyer sur un projet d'insertion d'un cobo industriel dans un contexte où, globalement, on a une vingtaine de salariés qui sont concernés par des opérations de ponçage avec des plaintes nombreuses, des douleurs, de l'absentéisme, de l'arrêt maladie, enfin des arrêts maladie, bien entendu, et un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle qui est en cours. Et la direction cherche à se saisir de ce problème. Et comme un peu on le retrouve chez ResMed, avec la question de l'avenir qui est posée autour de l'augmentation de la capacité, dans la mesure où, au moment du projet, ils sont à 8 pièces globalement produites sur 7 heures, et l'objectif étant de passer à 9 pièces. Et donc, le très gros enjeu, c'est d'arriver à gagner 6 minutes par pièce. On pourrait se dire que l'enjeu est relativement important, sauf que quand on va concrètement sur le terrain, et vous avez compris que le cobo en question, c'est un cobo spécialisé dans du ponçage, quand on va concrètement sur le terrain, en fait, on remarque des choses aussi curieuses que celles-ci. Donc à gauche, vous avez le temps passé en fait à la réalisation des opérations spécifiques de ponçage. Donc globalement, sur 52,5 minutes, on a 3 cas d'opérateurs. Les deux premiers, donc en partant de la gauche, sont expérimentés, mais pas tout à fait avec la même consistance d'expérience, même si chacune des personnes qui ont pu être analysées ont 10 mois d'expérience. Et puis la dernière, pour le coup, qui est la plus expérimentée, mais qui a une particularité très spécifique, c'est qu'elle ne respecte pas l'instruction de travaux. Et donc, du coup, elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire. Ou plutôt, elle ne fait pas des choses qu'elle devrait faire, pour être plus précis. Et ce qui est très drôle, en fait, c'est que vous avez vu, on est à 52,5 minutes de traitement de pièces, et la part du ponçage sur ces 52,5 minutes, elle représente, pour le cas de gauche, 1 minute 38, pour le cas de droite, 1 minute 16. Et donc, ça fait bien écho, en fait, avec la problématique initiale, c'est-à-dire qu'on veut installer un cobo de ponçage sur un poste qui s'appelle ponçage, mais quand on fait l'analyse extrêmement précise des temps de ponçage, finalement, le ponçage en lui-même est ridicule. Ce qui nie pas le fait qu'on ait des facteurs de risque qui soient présents. On a des combinaisons de sollicitations et typiquement sur l'opération de ponçage, on est à 255 mouvements par pièce. Et alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est de chercher à comprendre en fait, ce qui se passe quand on analyse l'activité extrêmement précisément de chacun des salariés. J'ai retenu deux chroniques d'activité. Donc, à gauche, je suis navré, j'étais obligé de masquer les différentes opérations puisque je n'ai pas l'autorisation de l'entreprise pour pouvoir diffuser plus largement les résultats de cette analyse. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la gauche, on a en fait les différentes opérations qui sont réalisées et en abscisse, on va retrouver le temps qui va défiler et chaque barre correspond à 5 minutes. Donc, vous aurez compris que ce schéma, c'est la décomposition dans le bar graphe de la proposition la plus à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la troisième ligne, en fait, et la troisième ligne correspond au masquage. Et quand on le compare, en fait, à la version de la personne qui ne respecte pas l'instruction technique officielle, en fait, on voit que les opérations de masquage, en l'occurrence, puisque si vous regardez la barre des 5 minutes, la barre des 5 minutes, elle se trouve ici, comparée au premier schéma où on a bien 15 minutes, donc 3 fois 5 minutes qui apparaissent. On voit que tout est beaucoup plus ramassé et toute une série d'opérations de masquage, pour le coup, ne sont pas réalisées. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre et de chercher à comprendre pourquoi cet opérateur, vraisemblablement expert, réalise des opérations qui sont sues de l'entreprise, tolérées de l'entreprise, mais hors instruction de travail. En fait, il s'avère que cet opérateur est ponceur de métier. Alors, lui ne se revendique pas comme ça, mais en fait, il a été recruté à milieu de carrière et il a 10 ans d'expertise en carrosserie automobile. Et donc, il a réinvesti toutes ses compétences, toute son expérience qu'il a pu acquérir dans une entreprise antérieure dans cette nouvelle entreprise. Et juste pour revenir sur la commande initiale, l'objectif, en fait, c'était d'arriver à gagner 6 minutes sur des pièces qui, globalement, étaient traitées sur 52,5 minutes,
avec l'idée que le COBO allait pouvoir rendre beaucoup plus robuste, en fait, les opérations de ponçage et réduire les facteurs de risque liés au ponçage spécifique. La question du coup du point de départ, quand on voit au final qu'on cherche à gagner 6 minutes avec l'insertion d'une nouvelle technologie, et quand on regarde en fait par comparaison l'expérience mise en œuvre et la compétence mise en œuvre, on voit que le rapport globalement il est déjà de 10 minutes sur seulement les opérations de ponçage qui ne sont qu'une partie de l'ensemble des opérations à réaliser. Et du coup, l'un des points qui pour moi est extrêmement saillant dans l'exemple de ResMed et dans ce qui ressort de l'étude, c'est la question de quels sont les éléments sur lesquels on s'appuie pour lancer un projet et du coup orienter les choix technologiques qui seront mis en œuvre. Les choix technologiques, bien entendu, n'étant que la réponse à la formulation du problème qui aurait été retenu en introduction. Et en tant qu'ergonome, forcément, l'invitation qu'on porte, c'est l'invitation à regarder le travail tel qu'il est, tel qu'il se joue, dans toute sa complexité et dans la richesse qu'il propose à pouvoir intégrer la diversité et la variabilité au quotidien. Merci Léonard. Du coup, tu peux nous donner les suites du résultat de ton étude. Est-ce que du coup, a priori, elle invite plutôt à renforcer le savoir-faire en matière de compétences manuelles et non pas aller vers la technologie. Comment l'entreprise reçoit-elle ce diagnostic? Eh bien, c'est tout le drame en fait de cette intervention. C'est-à-dire que j'avais été missionné pour permettre l'insertion d'un COBO en fait sur la ligne de production. Et il s'avère que les opérateurs et l'expérience des opérateurs m'a invité à déborder le cadre de l'analyse qui m'avait été proposée. Et notamment sur cette ligne de production, les opérateurs sont amenés à reprendre des pièces qui, pour le coup, font état de non-qualité. Et quand on va plutôt analyser ce qui se passe du point de vue de la reprise des pièces qui sont affectées et classées avec de la non-qualité, on se rend compte que là, le ponçage occupe pour le coup 1h30 de l'heure 45 de repréparation. En fait, tout simplement, il faut enlever les différentes couches, remettre à nu la pièce et là, les opérations de ponçage sont extrêmement conséquentes. Et donc, fort de cette argumentation, je suis retourné vers la direction en leur disant, écoutez, si vous devez investir dans un COBO, vous avez complètement raison. En revanche, il ne faut pas l'installer sur la ligne de production, il faut l'installer sur la ligne dite de rework, de reprise des non-qualités. Et si vous voulez optimiser et gagner bien plus que 6 minutes sur la capacité de production en ligne, l'idée, c'est plutôt de travailler sur les compétences. La direction, en fait, a exprimé le fait que je n'étais pas missionné sur la question des compétences, que c'était une question RH, qu'en l'occurrence, ce n'était pas du tout une question d'ergonomie. Et l'investissement du COBO, pour le coup, d'un point de vue politique, puisqu'il était financé par le groupe, ne pouvait en aucun cas être légitimé par la reprise de pièces présentant des défauts. L'argument qui a été avancé par l'équipe de direction locale, c'est on ne peut pas financer l'usine du futur et donc une technologie qui va vers l'usine du futur sur du rework. Parce que le rework, en fait, atteste de la défaillance de la ligne de production. Et à ma connaissance, du coup, cet investissement n'a pas été réalisé alors que le budget était disponible pour le faire. Oui, mais est-ce qu'ils ont investi dans le savoir-faire des compétences du carrossier? Pas davantage, hélas. Pas davantage. Bon. D'autres, Monsieur Macher, vous avez des exemples parmi vos alternants de rencontres un peu délicates, peut-être avec des projets justement qui ne sont pas suffisamment aboutis au moment où on fait la demande de nouvelles technologies? Alors, en fait, je reviendrai sur ce qui a été dit au départ. En fait, c'est que ce n'est pas forcément un problème de projet qui n'est pas abouti au départ. C'est plutôt, on revient sur la notion de gestion de projet où le besoin n'est pas forcément clairement défini. Et à partir de là, si on part sur une base qui n'est pas saine, on peut faire tout ce qu'on veut le mieux possible derrière, ça ne marche pas forcément correctement. Et une des raisons, à mon sens, pour laquelle ce n'est pas toujours bien défini,
c'est que tous les projets qu'on a sont en général traités par des gens qui sont plutôt des techniques, c'est-à-dire des gens qui ont une expertise dans le métier ou dans la partie technique sur lequel on veut investir sur un projet, et pas forcément des compétences de gestion de projet, qui sont des compétences différentes. Donc, on va décréter que sous prétexte qu'on est bon techniquement, on est en capacité de pouvoir mener un projet correctement. Et là, à mon avis, je pense qu'il y a des fois peut-être des amalgames qui se font et des erreurs qui sont créées à ce moment-là, puisque la personne va plutôt, justement, étant technique, aller sur l'aspect technique sans penser à poser bien le problème et correctement les besoins pour pouvoir après répondre techniquement, effectivement, avec la meilleure solution possible. Donc, on revient un peu sur ce qui était dit au départ. Et je pense que c'est souvent une difficulté, alors pour rebondir sur votre question, qu'on rencontre aussi de la part de nos alternants, c'est qu'en fait, eux, ils aiment bien se lancer justement dans l'aspect technique. Et souvent, alors pour cette formation Master 4.0 dont je m'occupe, mais également sur les formations autres qui sont peut-être des formations d'ingénieurs, ils sont plus à l'aise dans l'aspect technique parce que c'est ça qui les intéresse. Et l'aspect gestion de projet, ils sont moins à l'aise. Donc, ils vont s'enfermer dans un domaine sur lequel ils sont à l'aise, mais ce n'est pas forcément ça qu'on leur demande. Donc, pour moi, le problème, il est un petit peu dès le démarrage, en fait. Enfin, le problème, je ne sais pas si c'est le problème, mais en tout cas, cette notion qui peut créer des difficultés. Ok. Moi, je voulais rajouter un petit point. Si vous vous souvenez un petit des slides que je vous ai présentés tout à l'heure, on voit bien que la première chose qui apparaît comme élément essentiel, c'est la préparation du terrain au changement. Et dans cette préparation du terrain au changement, on voit bien que, notamment le cadrage du projet, avant même l'identification des technologies qu'on va utiliser, mais poser bien le problème, poser les bons objectifs, identifier quels sont les leviers qu'on va utiliser pour pouvoir gagner en productivité, améliorer la qualité, automatiser les tâches, etc. C'est un préalable qui est souvent zappé parce que la plupart des marchands de technologie viennent avec une solution sur étagère. Ils vont faire rêver une direction générale en leur disant « Waouh, avec ça, on va résoudre tous vos problèmes. » Dans l'exemple ResMed, je pense qu'il est assez symptomatique. Quand il y a une bonne équipe de vendeurs, ils vous font rêver et puis ils vous disent « Voilà, j'ai la technologie qu'il vous faut pour résoudre votre problème. » Mais on n'a même pas posé le problème correctement. Donc c'est souvent dans les phases amont où il y a un gros travail à faire pour bien poser le problème, bien poser les objectifs, bien identifier les leviers qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir ensuite adresser les enjeux qu'on a identifiés. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans tous les business cases qu'on a pu voir qui semble vraiment un maillon essentiel. On a l'impression qu'on va perdre du temps à le faire parce qu'on a trouvé déjà la solution, mais en fait, on n'a pas perdu du temps parce qu'on va en gagner beaucoup si on pose bien le problème. Alors, est-ce que les TPME sont armés pour arriver à bien poser le problème, justement? Parce que comment on travaille cette dimension? Est-ce que la gestion de projet, est-ce que c'est seulement en tout cas des compétences en gestion de projet ou c'est quand même ça dépasse la gestion de projet? Pour moi, il y a des éléments qui relèvent de la pluridisciplinarité et des approches. Et comment on arrive à faire le maillage? Comment on arrive à développer le projet avec dans toutes ces dimensions, parce qu'on a quand même l'impression à chaque fois qu'au démarrage, le projet est sous-dimensionné. Et que si on avait toutes les informations sur ce à quoi il engage, finalement, ça serait peut-être tellement coûteux qu'il vaut mieux peut-être pas y aller. Mais donc, comment on fait avec ça? C'est pas évident pour une PME parce que très souvent, c'est un investissement on va faire un investissement comme ça tous les 10 ans ou tous les 15 ans. Donc, il n'y a pas forcément de retour d'expérience. Dans les grands groupes, il y a un peu plus de retour d'expérience, mais dans les PME, très souvent, ce n'est pas des investissements qui sont suffisamment récurrents pour que ça soit quelque chose de naturel.
Et donc, c'est aussi aux entreprises du secteur d'aider les directions générales des PME à prendre conscience de ce type de difficultés. François, toi, donc sur ton expérience à BreizLab et sur cette question là, justement du diagnostic de départ. Oui, alors c'est assez intéressant parce que quand on imbrique dans un programme 4.0 tel que le fait l'Alliance pour l'industrie du futur, le CETIM, qui dispose de fonds très très importants au niveau régional pour animer cette dynamique de modernisation de l'industrie locale, eh bien on a à voir finalement la façon dont est structurée les propositions d'assistance, de guidage pour construire, déployer et se voir subventionner du coup un programme d'industrie du futur. Alors, comme on l'a vu avec le retour d'expérience de Léonard, et puis ce qui intéresse aussi l'ingénieur en devenir, la technique, l'importance de la prise en charge des FOH en amont dans une phase projet, c'est pas la chose la mieux partagée du monde. On le voit, c'est plutôt vu comme une surcouche à l'intégration, une capacité de venir conférer du confort, de la qualité de vie au travail, de la prévention santé, eh bien, en surcouche d'un projet qui a déjà été établi dans ses grandes lignes techniques. Alors, si c'est bien la technique qui les intéresse, on voit bien, en tout cas, c'est le retour d'expérience qu'on a au cabinet, que le patron de PME, en tout cas son persona, son profil type, c'est parfois quelqu'un qui veut s'acheter une belle solution technique. C'est malheureusement assez humain. Et le fait de rentrer dans un projet usine 4.0, c'est souvent par ce biais-là. Alors, on a parlé tout à l'heure des commerciaux des grands groupes, de machines-outils européens qui sont peut-être, comment dire, partie prenante dans la causalité. Mais voilà, le fait est que la porte d'entrée, c'est souvent un financement d'une solution qui est déjà bien ancrée dans la tête du décideur. Du coup, pour boucler la boucle, moi, je serais plutôt en réflexion sur les responsabilités de ces organismes qui structurent l'aide au projet, l'aide au financement à destination des PME dans ces grands programmes nationaux et régionaux qui ont cours sur le territoire depuis maintenant 5 ans. De voir un peu comment ils peuvent solliciter des aides avec un support de guidage qui place la brique FOH un petit peu plus largement dans ses prérogatives, comme le laissait sous-entendre Léonard, avec cette question des compétences. Moi, c'est toujours la question du contremaître Michel, au fin fond de la Bretagne, à qui on va apprendre à parler anglais pour interfacer finalement son TRL, son zoning et puis l'ensemble des reportings de données qu'il aura à conduire chaque semaine. Donc voilà, solliciter un peu des aides et des guidages par ces organismes payeurs pour prendre en compte les résultats de cette étude OPSIAC qui montre que c'est quand même la grande veine de vulnérabilité et de faillite de ces projets. Monsieur Tollet, ça s'est passé comment chez vous, du coup, l'introduction de la nouvelle technologie? Alors, nous, on était… Alors… Expliquez-nous l'échec. Ah, l'échec. L'échec, il n'est pas tellement technologique. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. M. Roche, quand il dit des fois les directions générales, elles s'achètent un beau jouet, c'est toujours le risque, même qu'on est en interne, quand on est demandeur, c'est-à-dire de dire, tiens, on va faire quelque chose. Et puis, on est même poussé à dire, mais ça serait bien si ça pouvait faire ci, et puis faire ça, puis faire encore ceci, encore cela. Et si vous êtes des bons vendeurs, ils vont vous dire, mais ça, on sait faire. Et je dirais, à la limite, ils savent faire. La question, ce n'est pas que l'outil sache faire, c'est de savoir si on commence à vouloir tout faire et que le périmètre, nous, c'était un problème de périmètre. C'est-à-dire qu'on va y arriver à ce qu'on voulait au départ, à quelque chose près, sauf qu'on mettra plus de temps, mais qu'on aura quelque chose de beaucoup plus, sur des fondations beaucoup plus solides. On disait les données, les données, c'est la première base. Qu'est-ce qu'on veut en donner, etc. On ne s'amuse pas à rajouter des choses au fil du temps. Donc, il faut mieux se poser la question de quoi on a besoin, voir de quoi on aura besoin. On peut un petit peu faire de la prospection. Et puis, de bien définir et de dire à sa direction générale, attention, oui, vous nous dites, ça serait bien qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Faisons déjà ça bien.
Et puis, quand ça sera bien, on pourra s'adosser dessus et continuer et poursuivre le développement. Vous avez été accompagné, M. Tollet, pour votre projet? Nous, on avait EasyTech avec nous, hein, les équipes vous avez eu EasyTech. des subventions? Est-ce que vous avez utilisé des subventions Non. territoire? Non, on était autonome là-dessus, mais aussi parce que le coût final, c'est un certain coût, mais on a su commencer petit, justement, de ne pas vouloir tout demander au début et de faire. Et je pense, dans les questionnements qu'il y avait, c'est l'équipe projet au départ. Alors, nous, on a la chance d'être une taille, on est une PME dans un grand groupe, hein. C'est de pouvoir intégrer un maximum de fonctions, hein. Nous, le projet, c'était digitalisation. Il fallait aussi des gens de l'IT qui ne soient pas que orientés techniques, qui écoutent un peu le business qu'ils avaient besoin. Donc, ça, c'est important. Il y avait besoin aussi que les équipes RH comprennent le projet pour, je dirais, accompagner derrière. Voilà. On a eu cette chance-là d'être d'une équipe, je dirais, suffisamment ou d'être dans une structure suffisamment petite pour que ce travail d'équipe puisse se faire. Est-ce à dire qu'entre la première phase d'échec et la deuxième, vous avez intégré de nouvelles compétences vous avez élargi en tout cas le spectre des compétences amenées à regarder votre projet? Non, pas forcément, mais l'échec a permis une chose, c'est la prise de conscience. Parce que quand vous avez un échec, souvent une direction générale, elle se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et la prise, ça nous a ouvert à une écoute, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va pas échouer 2 fois, donc la deuxième fois, on va être un peu moins ambitieux. Et on s'est rendu compte que c'était dur, hein, de résister à une pression. On nous dit, pourquoi vous ne faites pas ça, puisque les gens en face de vous, ils sont prêts à le faire. Et puis, quelquefois, c'est bien de se dire, oui, on va le faire, mais pas aujourd'hui. On va le faire peut-être que dans 12 ou 24 mois. Et de toute manière, même si on voulait aller plus vite, on arriverait à ce grand principe de réalité qui fait que, voilà, quoi, si on va trop vite, on court à l'échec. Pascal, est-ce que tu as des choses à nous retourner? On fait peut-être un point vers les questions-réponses, ou tu veux revenir sur toi, ton expérience avec ResMed? Ouais, ResMed, bon, je n'ai pas été directement sur le sujet, je ne le connais pas forcément très bien, je le connais dans les grandes lignes, mais voilà, c'est mes équipes qui ont géré, donc bien, le point de départ est bien le même. Moi, j'avais juste, je dirais, entre tout ça, il y a aussi, il faut intégrer, justement, démarrer au mieux un projet. Je prône les proof of concept, le POC, quoi. Donc, je pense que ça peut aider beaucoup de PME justement à s'engager dans un projet d'industrie du futur sur un petit périmètre. Et ce petit périmètre va leur servir derrière pour justement bien cadrer le projet, investir un minima, voir déjà certaines conséquences. Ça ne va pas faire tout le projet sur l'ensemble, mais déjà, on va voir justement l'implication de qu'il faut impliquer, un maximum de personnes, mais on va se rendre compte pendant ce POC que les gens vont adhérer au projet, quoi. Et donc, si en faisant un petit projet, après, on peut, du coup, il va réussir. Généralement, on a plus de, donc, on voit mieux le but final du projet dans l'ensemble. Et du coup, là, il va être mieux cadré, comme chez ResMed. Le fait d'avoir eu un échec, ils ont recadrer le projet, mieux définir le périmètre et puis et d'y aller un peu plus crescendo, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi, c'est qu'on veut mettre trop de briques. Donc, comme M. Tollet l'a dit, il faut il faut des fondations. Donc, et pour moi, le POC, ça peut être une fondation, quoi. Pour mettre nos briques technologiques derrière. Donc, voilà, si j'avais un petit retour d'expérience par rapport à tous les projets. Malheureusement, l'époque, moi, j'en fais. Peut-être que tu précises ce que c'est qu'un POC, peut-être, non? C'est un proof of concept, c'est un projet de petite taille, quoi. Donc, on va mettre une brique ou 2 briques, hein, on ne va pas mettre grand-chose.
on va essayer sur une partie, sur un poste de l'atelier, et puis donc on fait une étude de faisabilité déjà de cette partie, de cette brique technique et de ses conséquences, définir au mieux un budget, parce que on voit que c'est très compliqué déjà en amont justement de définir le bon budget. Après aussi, ça permet aussi de planifier convenablement, je dirais, le projet dans l'ensemble, parce que c'est là où on n'a pas toutes les données au départ. Donc, avec ce petit projet Proof of Concept, donc c'est une méthode de faisabilité du projet. Et au bout du compte, je pense que ça permet de cerner un certain nombre justement C'est une sorte une expérimentation. Oui, c'est une expérimentation, mais avec des données qui sont quand même déjà directement liées à la production. Hein. La production, elle, continue et on y apporte déjà comment on appelle, des gains et voilà, ou de la traçabilité. Voilà, on y apporte quand même déjà de la valeur ajoutée, quoi. Donc, ça se mesure. Mais ça permet aussi de voir aussi un peu toutes les problématiques qu'on peut avoir sur un projet d'ensemble, où du coup sur un POC, vous n'aurez pas toutes les conséquences d'un gros projet, où là le gros projet, vous risquez de mettre à mal votre outil de production, hein, carrément, quoi. Donc en faisant petit à petit, je pense que c'est assez vertueux, quoi. Et ça répond donc tous les facteurs organisationnels et humains également. On arrive, Monsieur Alberti, à travers l'étude, à identifier le temps nécessaire pour faire un peu ce point zéro dans un projet industrie du futur, d'identifier ou vous-même, hein, M. Machefer, d'identifier le diagnostic de départ, et faire l'analyse des données, vérifier la robustesse de ces données, etc. Je ne pense pas qu'il y ait un temps standard. Je pense que globalement, on s'aperçoit que pour poser le problème, il faut juste faire en sorte qu'on ait fait une analyse terrain suffisamment fouillée par rapport aux objectifs qu'on poursuit. Et cette analyse terrain, elle peut prendre quelques semaines, voire quelques mois. Elle permet aussi d'associer déjà les futurs acteurs, les parties prenantes au projet, à ce qu'on veut faire, et donc déjà d'avoir un certain input sur quelles sont leurs attentes et sur quoi on va donner du sens au projet pour eux. Hein, parce que quand on dit on fait un projet pour gagner en productivité, ce n'est pas forcément la seule chose qui peut motiver les troupes. Je pense que si la productivité, elle se fait au prix de plus grandes difficultés rencontrées par le terrain, ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Et donc c'est aussi ça qu'il faut pouvoir évaluer au démarrage d'un projet, et ça, c'est quand même assez important. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir comment les Japonais, avec les techniques de lean management, ont mené l'automatisation de leur industrie ces 10, 20, 30 dernières années. C'est tout à fait intéressant. C'est des démarches qui viennent du terrain. Et donc, c'est des démarches qui poussent d'abord à se poser des questions sur l'ergonomie des postes de travail, sur les gestes inutiles, et une fois qu'on a nettoyé le terrain, on se dit, ah ben voilà, là, il y a matière à automatiser, là, il y a matière à numériser, là, il y a matière à aider. Et ça, c'est une prise de conscience qui doit être importante auprès des patrons de PME qui veulent se lancer dans de tels projets. C'est-à-dire qu'il y a un travail préalable. Léonard, tu souhaitais réagir ? Oui, merci Brice. Ce qui est intéressant, effectivement, et c'était relevé par l'étude, la question de l'implication des salariés, je crois que c'était identifié comme par 62% des répondants
comme un des vecteurs d'échec en fait, de l'intégration de l'usine du futur. C'est intéressant que le toyotisme soit convoqué et du coup l'esprit japonais, parce qu'il me semble que sur la question de la méthode, en fait, il y a effectivement deux enjeux qui sont extrêmement importants, puisque Brice, tu remettais la question sur les TPE-PME. La question de l'implication des salariés, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Ça relève de compétences spécifiques, c'est-à-dire que manager des équipes au travail, c'est un travail différent que de manager des équipes dans un projet. Et les mobiliser sur un projet de manière à faire en sorte que chacun se sente légitime. Et quand on pose la question de la légitimité, forcément, ça devient une question politique. C'est-à-dire que de quel droit un opérateur, une opératrice, a vocation à avoir une place dans un processus de conception pour dire des choses à la conception. Et cette question, elle est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que nous sommes ancrés dans une culture très cartésienne où globalement, et j'avais encore l'exemple il y a très très peu de temps où un opérateur m'a dit j'ai été repris par mon chef d'équipe qui m'a dit que je n'étais pas payé pour réfléchir. D'autres s'en occuperaient pour moi. Que je n'étais là que pour exécuter. Très bien. On se prive de toute la richesse, de l'expérience, si on incrémente ce genre de postulat au sein des processus de conception. Et ce genre de situation, c'est extrêmement fréquent pour le coup, en tout cas dans les entreprises auxquelles et avec lesquelles je peux être amené à travailler. Parce que la question de l'implication, elle est à accompagner de la représentation que les différents managers ont, justement de la possibilité d'être impliqués. Et Pascal évoquait la question du POC. La vertu du POC, c'est de se connecter à la réalité. C'est-à-dire que l'avantage de la réalité, c'est que ça marche ou que ça ne marche pas, en fait. Et ça renvoie au point de vue des pragmatistes classiques sur la question de, en fait, la beauté de l'idée, on s'en fout. La question, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que ça améliore, ça facilite le travail? Au contraire, est-ce que ça le rend plus compliqué? Et la légitimité qu'un être humain a à exprimer la douleur qu'il ressent sur une situation ou cette douleur qui peut aller en augmentant, au contraire, en se réduisant, elle est à la fois difficilement contestable parce que c'est du ressenti, c'est le corps qui s'exprime, et bosser 8 heures de rang sur un poste, si on ne le fait pas, on ne peut pas savoir ce que ça fait. Et étrangement, elle est extrêmement rendue dans le traitement illégitime. Parce que pas valorisée, parce que laissée de côté, parce que c'est compliqué de réunir plusieurs points de vue d'opérateurs sur un processus de conception. Et donc, l'invitation de Pascal sur la question de il est extrêmement important de permettre des débats ancrés dans le réel sur des objets, quels que soient ces objets, maquettes, POC, étant quelque chose de très avancé déjà, mais qui puissent reconnecter les débats autour de qu'est-ce que ça fait concrètement cette solution, qu'est-ce que ça fait concrètement d'envisager cette solution technique. Et la question du lean, qui est évoquée comme une piste de transformation, forcément, moi j'ai une alerte extrêmement importante sur la question du lean, parce que le lean, ce n'est pas quelque chose d'homogène, c'est tout l'inverse, c'est quelque chose d'extrêmement hétérogène. Et de nombreuses études ont pu montrer que le lean a été, dans des applications extrêmement réductrices, extrêmement caricaturales pour le coup, et très très loin des fondamentaux portés par Deming, entre autres, ont été plutôt générateurs de troubles musculo-squelettiques. Du coup, la méthode, elle est certes intéressante, mais dans ses applications concrètes, la place qu'elle va laisser au ressenti et au savoir lié à l'expérience, c'est un des leviers extrêmement importants qui peut alimenter la conduite de projet et infléchir justement comment on rentre dans le projet et quelles sont les pistes du coup qui seront explorées consécutivement. Merci Léo pour ce retour très intéressant.
Moi, j'ai juste l'exemple aussi d'un. C'est pas parce qu'on fait participer les opérateurs qu'on a de l'information forcément très pertinente non plus. Hein. C'est pour ça d'aller observer permet quand même de rendre plus robuste finalement les éléments de départ. C'est juste un technicien dans une entreprise pharmaceutique qui est passé agent de maîtrise et qui a oublié un peu d'où il venait. Et quand on lui a mobilisé dans un projet de refonte complète sur un plateau des hôtes. Des hôtes d'aspiration pour les opérations réalisées sous flux laminaire. Il a dit bah non, on ne travaille pas du tout, on travaille que debout sur ces hôtes-là. Et donc, les investissements ont été passés. Et en fait, là, il y a des nouveaux process où les techniciens ont des opérations extrêmement minutieuses à faire et ils doivent en fait le faire assis ou assis debout. Mais l'habillage des hôtes qui ont été commandés, finalement, ne permet pas du tout de travail assis. Et là, ils s'en sont pour des années d'investissement. Il n'est pas question qu'ils changent les hôtes dans l'immédiat, en tout cas. Est-ce qu'on passe à des questions, Pascal? C'était plutôt il n'y a pas vraiment de questions, plutôt des remarques sur le temps, notamment, de prendre le temps. Bon, c'est un peu. Il y a René qui nous a fait la remarque dessus, donc c'est un peu des phénomènes qu'on rencontre dans tous les métiers, hein, de savoir prendre son temps pour bien définir, quoi, hein, donc, c'est un peu ce qui est un peu le résumé, quoi, le problème d'aborder le projet, de cadrer le projet, quoi. D'aller trop vite, on ne fait pas bien. Non, j'ai pas. Donc voilà, non, j'ai pas de questions en tant que telles. Est-ce qu'on continue sur le sujet ou on change de thématique? Il nous reste 10 minutes. J'ai peur qu'on avorte, qu'on n'aille pas bien loin sur la question de la donnée, du statut de la donnée, sauf si l'un de vous veut faire un teasing pour la fois prochaine. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on interagisse. Moi, je peux peut-être faire un teasing sur la question de la donnée et du lien avec ce que certains appellent l'intelligence artificielle, qu'on peut appeler peut-être le traitement par des algorithmes, et la question de l'exemple des rayons X, si tu veux. Des rayons X? Des rayons X, effectivement. Des rayonnements X. Le rayonnement X, en fait, l'exemple est tout bête, hein, c'est pour éviter de briser des pièces et vérifier l'intégrité de ces pièces, on peut être amené à les radiographier, ces radiographies, elles ont fait un saut technologique. Donc, c'est l'usine du futur aujourd'hui, mais vue du passé, puisque avant, on faisait des radiographies, on faisait des tirs radio. Et puis, on a eu une modernisation des outillages avec notamment la numérisation des images. Et le traitement de ces images, en fait, post-photo, si on peut dire comme ça, mais ce n'est pas du tout le terme bien approprié, qu'on soit bien d'accord, a permis en fait d'évoluer considérablement sur la question du traitement des pièces en question. Et l'exemple auquel je pense, ça a tellement fait évoluer les modalités de contrôle que la radiographie numérique a révélé des problématiques qui, jusqu'à présent, n'étaient pas détectées à l'œil nu. Dans la perspective de l'usine du futur, le fantasme, c'était d'arriver à faire en sorte que les algorithmes soient capables d'analyser les clichés de manière complètement automatisée. Et la question s'est posée de l'ergonomie de l'interface. Forcément, quand on parle d'ergonomie de l'interface, tout le monde va penser à la couleur, à l'information, mais la question de la qualité de l'information qui est transmise est forcément un enjeu extrêmement important. Et on s'est rendu compte, en fait, alors c'était un gros POC, pour reprendre le terme de Pascal, en l'occurrence. Donc, ils avaient construit complètement l'environnement, hein, qui permettait du coup de faire la mise en situation et l'analyse, pour le coup, et d'organiser des tests utilisateurs sur des pièces réelles, mais hors production. On s'est rendu compte, en fait, que soit l'algorithme ne détectait rien, auquel cas il ne servait absolument à rien, soit l'algorithme, en fait, détectait tellement d'anomalies que les experts qui avaient l'habitude de traiter les informations
par eux-mêmes en étaient perturbés dans le processus de traitement. Il faut savoir un truc tout bête, c'est que quand on fait une radiographie d'une pièce, il y a potentiellement des halos qui se forment, en fait, donc des taches fantômes, et qu'on va retrouver en fait sur certaines configurations et pas sur d'autres. L'idée, c'est que le traitement des pièces se fait avec 8 images avec des angulations très différentes. Et clairement, il est extrêmement difficile, dans l'état technique actuel, d'arriver à faire apprendre à l'algorithme qu'un halo, ce n'est pas un problème et que donc, du coup, la pièce peut être bonne, même si sur certaines vues, il y a des tâches qui apparaissent, sachant que ces tâches n'apparaissent pas de la même manière, dans les mêmes configurations, en fonction de comment le tir radio a été réalisé. Et toute la question, finalement, de l'interface de présentation des informations a soulevé les motivations finalement profondes de comment l'algorithme pouvait venir en aide aux salariés qui, pour le coup, étaient sur des fonctions d'expertise. Le projet a été revu en fait pour faire monter en compétence, pour le coup, l'algorithme et pas les êtres humains. Puisque dans l'état actuel des choses, la technologie a révélé qu'elle était extrêmement source de défiabilisation du process, puisqu'extrêmement anxiogène dans la mesure où la responsabilité des personnes qui doivent contrôler ces pièces est individuelle, puisqu'ils doivent signer en fait l'expertise qu'ils font de chacune des pièces. Donc tout ça pour dire que la question de la donnée et de la manière dont elle est présentée, en fonction du processus de traitement qu'elle va subir et du niveau d'élaboration qu'elle va subir en termes de calcul et de remodélisation. On rejoint la question des commerciaux qui, pour le coup, ont un peu survendu les capacités de l'algorithme dans la précision qu'il pouvait apporter. Et ben voilà, un bon teasing pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Oui, donc une interface, c'est jamais que le rapatriement de certaines données choisies du réel, et donc ce n'est pas le réel. Donc comment faire les bons diagnostics avec une vision partielle? Donc ça repose la question effectivement du diagnostic de départ et de la collecte des données fondamentales et pertinentes et nécessaires. J'aurais quand même un truc sur lequel j'aurais bien souhaité revenir, c'était est-ce qu'on peut faire de l'industrie du futur, c'est-à-dire de la digitalisation comme l'a fait M. Tollet, lorsqu'il y a, est-ce qu'entre guillemets, quand il n'y a pas de modification fondamentale du métier des salariés, est-ce que justement cette question du temps de départ est peut-être moins significative, le temps du diagnostic est peut-être moins significatif que dans d'autres cas où finalement il y a transformation des métiers? Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Il y a un retour d'expérience ou est-ce qu'il y aurait dans le panel des introductions de nouvelles technologies des cas où finalement, oui, on peut y aller plutôt facilement avec une prise de risque limitée? Ne répondez pas tous en même temps. Ouais, Monsieur Tollet, vous, du coup, chez vous, ça a été bien accepté et du coup, ils ont… Nous, il y a le métier reste le métier. On est vraiment sur une aide autour. Hein. On passe de… Enfin, nous, c'était assez vendeur. Ceci dit, c'est l'acceptation du digital. Hein. C'est là, on a des publics différents. Mais de nouveau, hein, de maqueter, de faire avec les gens, culturellement, on était plutôt là-dedans, avec des équipes, hein, une trentaine de personnes. Donc, voilà, avec… pas d'opposition de principe ni politique. Donc, on a pu faire des prototypes, les faire essayer. Ils se sont rendus compte aussi qu'on écoutait ce qu'ils nous demandaient. Et donc, les interfaces, ils étaient aussi propriétaires des interfaces quelque part. Et aujourd'hui, avec le recul, parce qu'aujourd'hui, on est 3 ans plus tard, et donc on a déjà fait des modifications. Et de la même manière, dans les modifications, c'est eux qui apportent sur un certain nombre de changements et d'ergonomie. Alors, quand je parle d'ergonomie, hein, c'est des interfaces par écran pour de la saisie de données ou de la capture de données. C'est eux qui sont demandeurs par rapport à ce qu'ils font. Quelquefois, d'aller taper une donnée à côté d'une autre quand c'est 2 données qu'ils ont en même temps, au même moment, ou dans l'ordre des données, pour nous, je dirais, vu de loin, ce n'est pas forcément un sens logique, mais par rapport à ce qu'ils font sur leur métier, c'est ce qu'il faut faire.
Vous avez la main sur les interfaces ou vous passez par EasyTech Alors, ou un autre Presta? Alors, Ouais, on peut en parler aussi, hein. Je pense que, alors, on n'a pas la main sur les interfaces, ça dépend sur lesquelles, hein. Il y a des choses sur lesquelles on est en paramétrage et donc on a la main et d'autres non. Mais là encore, hein, pour faire un petit peu un lien avec le prestataire qu'on choisit, je pense aussi que c'est bien, dès le début avec le prestataire, d'arriver à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut. Par exemple, nous, on ne voulait pas faire des développements, on voulait déjà utiliser l'outil de la manière la plus standard possible. Ça veut dire que ça demandait à l'utilisateur, EasyTech aurait pu nous dire, bah, vous me demandez un cahier des charges X, et ben moi je le fais parce que l'outil sait le faire. Et de temps en temps, ben, notre interlocuteur chez EasyTech nous disait, bon, ce que vous me demandez, c'est bien, mais ça me demande un développement. Voilà ce que moi je vous propose en standard. Donc c'est peut-être un petit peu je vais dire moins sexy ou des choses comme ça, mais ça a amené tout le monde à partager aussi. Ce qui est simple va être plus robuste, hein, même si j'enfonce une porte déjà ouverte. Mais... Ok. Quelqu'un veut, du coup, on arrive sur la fin de ce webinaire. Donc, du coup, vous l'avez bien compris, c'était assez riche et donc je trouve que nos échanges ont été très intéressants. Et du coup, on a limité notre champ d'investigation. On a un bon teasing sur la question de la donnée, du statut de la donnée pour la fois prochaine. Écoutez, je vous propose de prendre rendez-vous pour continuer cela en septembre. Et je remercie du coup tous les intervenants de leur participation et puis à vous participants d'être venus. Merci à tous et puis du coup on se donne rendez-vous à la rentrée. On vous communiquera les créneaux retenus pour le prochain webinaire. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.